Bien, écoutez, il est l'heure donc d'ouvrir cette séquence de nos jeudis du CLR. Je suis ravi de vous y retrouver. Bonsoir à tous. Bonsoir Jean-Pierre Aubin. Jean-Pierre Aubin que nous recevons ce soir à l'occasion de la publication de son dernier ouvrage que nous devrions tous lire si nous voulons savoir ce qui se passe dans nos écoles. Jean-Pierre Aubin est inspecteur général de l'Éducation nationale, auteur de ce fameux rapport qui porte son nom, auteur d'autres ouvrages, mais refaisons un petit peu d'histoire. Ce rapport a eu beaucoup de mal à être publié. Nous sommes en juillet 2003, Jacques Chirac, alors président de la République, met en place la fameuse commission Stasi. En décembre de la même année, les conclusions de cette commission sont rendues publiques. Et parallèlement à cette mission, euh, une petite dizaine d'inspecteurs généraux s'autosaisissent de cette question du respect du principe de laïcité dans nos écoles. Cette autosaisine sera ensuite légitimée par les ministres en fonction. Si je me souviens bien, c'était Luc Ferry et Xavier Darcos. Et puis, ces inspecteurs, qui représentent tous les courants politiques républicains, bien entendu, se mettent au travail. Les conclusions sont claires. Les atteintes à la laïcité ne se limitent pas à la question du voile, et affecte les comportements à la cantine, les contestations d'enseignement, etc. On est en 2004. Jean-Pierre Roubin se saisit donc de ces conclusions et se charge de l'écriture de ce rapport qui est remis au ministre Fillon en avril 2004. Et comme vous le savez tous, ce rapport reste au fond d'un tiroir. Le ministre refuse de le rendre public, c'est son droit le plus absolu. Et c'est ensuite à l'initiative de notre ami Alain Sexy qu'un éditeur est trouvé, Max Milo, et que le rapport est publié sous la forme d'un ouvrage qui porte le titre L'école face à l'obscurantisme religieux, avec le rapport de Jean-Pierre joint en annexe. En 2020, cher Jean-Pierre, tu publiais cet autre ouvrage, Comment on a laissé l'islamisme voilà, pénétrer l'école, ouvrage fort bien documenté, qui révèle qu'en fait, depuis le premier rapport, pas grand-chose a été fait. Euh, Tu disais qu'il y avait urgence à agir et tu concluais ce travail par une citation que je vais me permettre de reprendre de Julien Freund qui disait, je retrouve, voilà, vous pensez que c'est vous qui désignez l'ennemi comme tous les pacifistes, ce que nous serions. Du moment que nous ne voulons pas d'ennemis, nous n'en aurons pas, raisonnez-vous. Or, c'est l'ennemi qui vous désigne. Et s'il veut que vous soyez son ennemi, vous pouvez lui faire les plus belles promesses, protestations d'amitié. Du moment qu'il veut que vous soyez son ennemi, vous l'êtes. Et il vous empêchera même de cultiver votre jardin. Aujourd'hui, comme si toutes ces alertes n'avaient pas eu lieu, tu déclares, cher Jean-Pierre, que, preuve à l'appui, les profs ont peur, comme nous le disait avec ces mots notre ami Delphine Girard lors de la dernière cérémonie de remise des prix de la laïcité. Je vais donc te céder la parole, cher Jean-Pierre, pour que tu nous parles de cet ouvrage, que tu nous le présentes, et ensuite nous prendrons un peu de temps pour donner la parole à nos amis qui assistent à ce webinaire. Je prendrai leurs questions, je te les poserai, et le débat s'engagera. Je te cède la parole, Jean-Pierre. Et merci, bien Merci sûr. Gilbert, merci pour ta présentation. Et donc, je vais effectivement parler de la pénétration de l'islamisme et de cette poursuite, cette accélération de cette pénétration dans la société française et en particulier pour ce qui me concerne dans l'école. C'est un problème qui n'a pas toujours été aussi bien documenté qu'aujourd'hui. Je renvoie aux ouvrages de Bernard Rougier, aux travaux de Gilles Kelpel, aux travaux d'Hugo Micheron et dernièrement de Florence Bergeau-Blaclair. J'oublie sans doute d'autres auteurs, mais enfin, c'est les quatre principaux pour comprendre cette pénétration d'une idéologie politique qui instrumentalise la religion, une religion, dans les sociétés occidentales et en particulier dans la société française. Puis, ce dont j'aimerais parler aussi, évidemment, ce sont des responsabilités politiques de cette pénétration de l'islamisme dans la société française. À ce propos, quelques repères chronologiques. 1989, l'affaire du voile dévoile à Creil. Le pouvoir politique tergiverse et puis démissionne en appelant
à la rescousse un souverain étranger, le roi du Maroc, et de plus, commandeur des croyants, pour résoudre la question, c'est-à-dire faire pression sur les parents des collégiennes. Euh, En 2000, la décennie 1990-2000, c'est la décennie où les élèves juifs ont été de plus en plus déscolarisés des établissements publics. Comment ont réagi les pouvoirs publics? L'omerta, la poussière sous le tapis, en un mot, la lâcheté. 2003-2004, 2 années qui sont marquées par la publication d'un livre, Les territoires perdus de la République, et les rapports Debré, Barouin, Stasi et celui de l'inspection générale dont tu as parlé, Gilbert. C'est le temps des alertes et qui se conclut par ce que j'appellerais le coup de menton de Jacques Chirac, c'est-à-dire cette loi de mars 2004 qui interdit les signes et tenues manifestant une appartenance religieuse aux élèves dans les établissements scolaires, mais une initiative qui sera sans suite, comme tu l'as dit tout à l'heure, le rapport de l'inspection générale est enterré. Il faut attendre janvier-novembre 2015 et les attentats de Paris pour voir le début d'une prise de conscience de l'opinion, une réaction du pouvoir politique avec la grande mobilisation pour les valeurs de la République de Manuel Valls, l'effroi, la peur qui s'installe notamment dans les établissements scolaires. Et puis la période la plus récente, 2017-2023, l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron à l'Élysée et son principe du en même temps, qui, pour nous, dans l'éducation nationale, va se traduire par le principe du successivement, c'est-à-dire une politique de zigzag, et pour le dire autrement, et plus crûment, 2 zags qui vont encadrer un zig, c'est-à-dire Blanquer, Pamdiaye, Gabriel Attal, 2 défenseurs de la laïcité et un ministre qui n'avait pas compris grand-chose à ce principe. D'où 3 questions pour structurer mon exposé. D'abord, où en est-on aujourd'hui? Ensuite, quelle analyse peut-on faire de cette situation? Comment comprendre ce qui se passe? Et enfin, quelle politique mener? Donc, je m'appuierai sur ce livre où des enquêtes, des analyses, aux enquêtes, aux analyses succèdent 24 témoignages d'enseignants, pour la plupart, 2 inspecteurs, un chef d'établissement, mais la plupart des témoignages sont des enseignants. J'en lirai quelques courts passages pour donner un peu de chair à mon exposé et pas être trop aride avec des chiffres. Où en est-on? Première partie. Eh bien, on a aujourd'hui à notre disposition non seulement les travaux que j'évoquais tout à l'heure, mais toute une série d'enquêtes de l'IFOP auprès des enseignants, auprès des élèves, qui se sont déroulées entre 2018 et aujourd'hui. De ces enquêtes, on peut faire 3 constats. L'augmentation et l'accélération des incidents dans les établissements scolaires, l'augmentation et l'accélération de la peur chez les enseignants, et enfin, l'augmentation et l'accélération de l'autocensure chez ces enseignants. D'abord, l'augmentation des incidents. Ces incidents, ce sont 3 types de faits. Des contestations d'enseignement dans les cours, des manifestations d'appartenance religieuse durant la vie scolaire et des menaces et agressions touchant les professeurs. Je vais donner 2 exemples pour ne pas vous accabler de chiffres. Tout d'abord, les contestations de cours. Donc aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est à la date où j'ai écrit le livre, c'est-à-dire fin de l'année 2022, 6 enseignants sur 10 disent avoir vécu des contestations de cours, dont la moitié d'entre eux dans les 4 derniers trimestres. 6 enseignants sur 10, publics et privés, primaires et secondaires réunis. Si je prends les enseignants du primaire, c'est quand même le quart d'entre eux
qui a vécu les contestations de cours. Deuxième exemple, les agressions et menaces. Un enseignant sur 5 dit avoir été menacé ou agressé dans sa carrière pour des raisons liées à la religion. Un tiers des moins de 30 ans, alors qu'ils ont la carrière la plus courte. Concernant les seules agressions physiques, 12% des enseignants déclarent avoir déjà subi une agression physique de la part d'élèves, ce qui représente 100 000 professeurs, dont le tiers dans la seule dernière année scolaire. Conséquence évidemment de cet état de fait extrêmement préoccupant, la peur des enseignants augmente et cette peur s'accélère. Peur de quoi? Peur d'avoir à gérer certaines situations avec certains élèves. Par exemple, 6 enseignants sur 10 ont peur ou auraient peur s'ils devaient montrer des caricatures présentant des personnages religieux à leurs élèves. 6 enseignants sur 10 déclarent avoir peur ou auraient peur s'ils avaient des élèves entrant dans leur classe avec des tenues religieuses. On peut multiplier les situations qui étaient les plus fréquentes qui ont été présentées donc aux réponses des interrogés par l'IFOP. Au total, 8 enseignants sur 10, 80% des enseignants, ont peur de se retrouver devant une situation de classe conflictuelle concernant la religion avec leurs élèves. Chez les moins de 30 ans, les professeurs de moins de 30 ans, ils sont 9 sur 10 à déclarer avoir peur. Et toujours chez ces enseignants de moins de 30 ans, la moitié d'entre eux ne voudraient pas être nommés dans un collège ou un lycée portant le nom de Samuel Paty. Je vais vous lire un extrait d'un témoignage. C'est le témoignage de professeur de philosophie que j'appelle Lounis, qui enseigne dans un grand établissement d'une commune plutôt résidentielle. Et il se trouve en prise avec plusieurs lycéennes qui, lors de l'hommage à Samuel Paty, et jour où il a décidé de faire un cours sur la laïcité, eh bien, viennent en abaya. Et il a un conflit, enfin une altercation avec l'une d'entre elles qui soutient que c'est une tenue culturelle. Voilà ce qu'il me dit. Je suis moi-même originaire du Proche-Orient et je connais parfaitement les différents types d'abaya. Celle qu'elle porte est une abaya de prière et le signe est sans ambiguïté. Je le lui dis. Alors elle s'énerve, se met à crier. 3 de ses copines qui étaient restées dans le couloir font irruption et m'interpellent. Vous n'avez pas le droit, l'abaya c'est autorisé. Puis elle commence à m'insulter en me traitant de raciste, d'islamophobe. Enfin, la première lycéenne me regarde. Vous attendez quoi pour arrêter? Que mon père vienne vous menacer? Je lui demande de se reprendre, car c'est elle qui est en train de me menacer. Puis je demande 4 élèves de sortir. Alors elles partent en criant mon nom dans les couloirs, raciste, islamophobe. Je passe un passage où il parle de la manière dont le proviseur et le rectorat l'ont soutenu, et il conclut ceci. Sur le coup, j'ai éprouvé de la colère, beaucoup de colère. Moi, raciste et islamophobe. Comment osent-elles? Elles estiment sans doute qu'elles peuvent se le permettre. Maintenant, ma colère est retombée, mais j'ai peur. J'ai parlé, bien sûr, de ce qui m'est arrivé à ma femme et à des amis. Ils ont tous évoqué Samuel Paty. Et si un copain de ses filles était fanatisé? Ils ont peur pour moi et me disent de me protéger. J'avoue que je ne dors plus très bien. Troisième constat, toujours dans cette première partie, troisième constat, c'est l'augmentation et l'accélération de l'autocensure chez les enseignants. Dans la dernière enquête de l'IFOP, 52% déclarent s'être déjà censurés, dont la moitié régulièrement ou de temps en temps, c'est-à-dire plusieurs fois par an. Dans le seul secondaire public, 56% des enseignants se sont déjà censurés. Il n'était que 36% en 2018, un bond de 20 points en 4 ans. Sans doute l'effet de l'assassinat de Samuel Paty.
Si je prends les cas particuliers des professeurs d'histoire-géographie, ils sont 2 tiers à déclarer se censurer. De même que les enseignants de moins de 30 ans, de même que les enseignants qui enseignent en réseau d'éducation prioritaire. Alors, je voudrais lire là un court extrait du témoignage d'une professeure d'histoire-géographie que j'appelle Sarah. Elle a la cinquantaine, elle est professeure d'histoire-géographie dans un lycée de centre-ville d'une grande métropole de province depuis 6 ans. Elle enseigne aussi l'éducation morale et civique dans une classe de seconde. Elle confie, concernant cette classe de seconde, cette année, pour la première fois, j'ai renoncé à enseigner la laïcité et la liberté d'expression avec cette classe. C'est une classe plutôt difficile, composée aux 2 tiers d'élèves ayant pris l'option de langue arabe. Et la direction a choisi de composer le tiers restant avec d'autres élèves, tous d'origine maghrébine. Il n'y a pas de tension particulière avec eux, mais aucun contact entre filles et garçons, et un sexisme ouvert et permanent. C'est atroce de le dire, mais j'ai été contente de ne pas être avec eux pour l'hommage Samuel Paty cette année. Avec les premières et les terminales, c'est plutôt une autocensure diffuse, une vigilance constante, une forme d'autocontrôle permanent pour être sûr que rien ne risque de heurter une sensibilité. Je suis tout le temps sur mes gardes. Par exemple, j'ai supprimé certaines de mes expressions, comme ça c'est votre Bible, ou tu écris comme un cochon. Et je fais attention à maintenir une certaine distance physique avec les garçons musulmans. C'est une peur constante. C'est peut-être ça qui définit la terreur. Je pense que ça a commencé il y a 2 ou 3 ans. C'est clairement lié à l'assassinat de Samuel Paty. Pour moi, ça a été un véritable effondrement. La rentrée de la Toussaint 2020 a été d'une violence infinie. Le changement de pied de Jean-Michel Blanquer m'a paniqué. Encore heureux que notre proviseur ait décidé de désobéir et de banaliser les 2 premières heures de la matinée pour nous réunir. Mais une fois dans la classe, la solitude complète, j'étais désemparé. Ce n'est pas seulement une question de formation. Il n'y a aucun accompagnement en cas de difficulté. On ne voit jamais les inspecteurs. Depuis, rien n'a bougé. Le ministère délègue tous aux établissements. C'est ce qui s'est encore passé cette année avec les tenues religieuses et les abayas. Débrouillez-vous. S'il y a de nouveaux anniversaires des attentats de 2015 ou pour Samuel Paty à l'avenir, j'ai peur de me retrouver seul dans ma classe. Ça peut me mettre en danger pour rien. Un élément déclencheur, quelque chose d'irrationnel, un petit conflit qui peut dégénérer. C'est ça qui est terrible. Deuxième partie de l'exposé, que se passe-t-il? Comment analyser cette situation? Une guerre a été déclenchée contre la civilisation des Lumières, contre nos valeurs. Cette guerre, nous n'en sommes pas responsables, mais nous devons nous y préparer, la subir et la mener. Et il y a 2 phénomènes complémentaires, comme dans toute guerre. Il y a ce qui se passe du côté de l'adversaire, ce qui se passe du côté de notre côté, du côté de la société française. Regardons d'abord l'offensive islamiste qui se développe. Elle se développe avec les 2 armes qui sont celles qu'Hannah Arendt a étudiées et a définies pour la prise de pouvoir et le contrôle du pouvoir par les sociétés, par les régimes totalitaires, à savoir la terreur et la propagande. La terreur, on l'a subi, nombreux attentats en France, dernièrement, dans un établissement scolaire, devant un établissement scolaire, un professeur, Dominique Bernard, a été assassiné par un terroriste islamiste. Mais ce second assassinat, après celui de Samuel Paty, est profondément différent. À Samuel Paty, les islamistes avaient quelque chose à reprocher. À Dominique Bernard, simplement d'être enseignant. Le terroriste recherchait simplement un enseignant pour le tuer ou des enseignants et il demandait si le professeur était professeur d'histoire-géographie. Dans le témoignage audiovisuel qu'il a laissé pour revendiquer son attentat, il explique les motivations, ses motivations. La peur d'aller en enfer s'il adoptait le système de valeurs qu'on lui enseignait à l'école. Il a failli, dit-il, aller en enfer, parce qu'il a commencé par croire à ce qu'on lui disait
dans l'école de la République. Il a failli s'émanciper. Il a failli croire à la liberté. Et c'est cela qui l'a conduit à son geste criminel. L'effet de la propagande sur les élèves et sur les élèves musulmans, c'est l'ensemble des enseignants qui visaient. Et derrière eux, c'est l'enseignement qu'ils délivrent, c'est-à-dire un enseignement fondé sur les valeurs des Lumières, sur l'universalisme, sur la liberté, sur l'égalité des droits, sur la fraternité, sur la tolérance. La propagande islamiste agit aujourd'hui de plus en plus sur les élèves, comme on voit dans les chiffres. Ce qui s'accélère, c'est le séparatisme, c'est la proportion d'élèves musulmans qui est sous l'influence de cette propagande, et ce sont les clivages qui s'accentuent entre élèves musulmans et élèves non musulmans, comme dans la société française, entre musulmans et non musulmans. Un exemple, on interroge les élèves pour savoir s'ils ont déjà observé des incidents dans leur classe liés à la religion. Quand je dis les élèves, les lycéens. Et on leur pose en outre la question de savoir s'ils approuvent les auteurs de ces incidents. 7 élèves sur 10 approuvent les contestations de cours qu'ils ont observées s'ils sont musulmans. S'ils ne le sont pas, ils ne sont qu'un tiers à approuver ces auteurs. Si on les interroge sur la loi de mars 2004 concernant les tenues et signes religieux dans les établissements scolaires, 28% des élèves musulmans seulement approuvent cette loi, contre 78% des catholiques et 75% des sans religion. Et je pourrais multiplier les exemples de ces questions qui montrent un clivage qui s'accroît, qui s'ouvre entre les élèves musulmans et les élèves non musulmans. Du côté de la société française maintenant, c'est-à-dire du côté de la défense des valeurs qui sont les nôtres, des valeurs de la République et plus largement des valeurs des Lumières. On est en face de 3 attitudes: le déni, la lâcheté et la complaisance par rapport à l'islamisme. Le déni, un exemple, j'ai interrogé le représentant officiel de la Fédération syndicale unitaire, de la FSU, la plus grande centrale syndicale enseignante, Paul Devin, qui dirige actuellement l'Institut de recherche de la FSU, qui avait été mandaté explicitement par la direction pour venir me rencontrer. Son témoignage est édifiant, vous en prendrez connaissance dans le livre, mais il défend l'opinion suivante: les professeurs doivent s'adapter aux élèves, je cite, et moi, dit-il, je me réjouis que les enseignants s'autocensurent. Il n'y a aucun problème, l'autocensure est normale, il ne s'agit que d'une adaptation aux élèves. Les élèves changent, l'enseignement doit changer. La lâcheté, c'est couardise, c'est le pas de vague, c'est la poussière sous le tapis. Et c'est cette accusation qui est souvent énoncée par rapport à la hiérarchie, que ce soit l'inspecteur, le chef d'établissement, et pour les chefs d'établissement, le rectorat. Une enquête du principal syndicat des personnels de direction, le SNPDN, auprès de ses mandants, auprès de ses adhérents, montre que 50% des chefs d'établissement aujourd'hui ne font pas remonter au rectorat les incidents qui se déroulent dans leur établissement. Ils ne les signalent pas. Cela va de 30% pour ce qui est des incidents de cours, mais ça monte à plus de 70% concernant les absences en EPS, l'absentéisme en EPS ou à la piscine, et à la piscine. Les raisons qui sont invoquées par les chefs d'établissement pour ne pas signaler, eh bien,
D'une part, le découragement, ça ne sert à rien, de toute façon, on n'en tiendra pas compte. Et puis, deuxièmement, la peur. Ça va me retomber dessus. Je vais être mal jugé, je vais être mal évalué. C'est mes compétences qui sont en cause. Troisième attitude dans notre société face à l'islamisme, face à cette offensive islamiste, après le déni, la lâcheté, la complaisance. Un bon analyseur de cette complaisance, un bon indicateur, c'est les attitudes, les opinions des enseignants de moins de 30 ans. Je l'ai dit, 9 sur 10 déclarent avoir peur de leurs élèves, de certains de leurs élèves. 1 sur 3 a déjà été menacé ou agressé, contre 1 sur 5, de manière générale. 2 tiers se sont déjà autocensurés, contre 50% de manière générale. Je l'ai dit aussi, 1 sur 2 ne souhaiterait pas être nommé dans un établissement portant le nom de Samuel Paty. 3 sur 4 souhaitent voir abroger la loi de mars 2004 concernant les signes et tenues des élèves. Et enfin, 1 sur 3 souhaite même abroger le principe de la laïcité pour les fonctionnaires eux-mêmes en leur permettant de porter en classe, pour les enseignants, des signes ou tenues manifestant leur religion. On est un peu sidéré devant ces chiffres, devant ces réactions. Et on doit être très préoccupé par cette nouvelle vague d'enseignants qui commencent à enseigner aujourd'hui et se demander qu'est-ce qui leur prend, pourquoi. Alors, il y a sans doute un effet d'âge. Il y a un effet d'âge, les jeunes sont pacifistes, plus irénistes, voilà, ils ne se rendent pas compte, mais ils vont changer avec l'âge. Il y a peut-être aussi deux autres choses sur lesquelles je vais me pencher. Un effet de génération et un effet d'incompétence. Les deux étant liés, selon moi, au passage récent par l'université, c'est-à-dire à l'effet du wokisme universitaire. Et on doit donc regarder de plus près de quoi ce wokisme universitaire est fait et pourquoi il influence autant euh, les jeunes enseignants et fait peser une menace mortifère sur la société française et sur sa capacité à résister à l'offensive islamiste. Il y a quand même un paradoxe, car les valeurs portées par le wokisme et celles portées par l'islamisme sont totalement contradictoires. Exemple, le statut de la femme, la liberté individuelle, l'individualisme, la reconnaissance de l'homosexualité. On a là deux idéologies qui n'ont pas du tout la même origine et sont très différentes, l'une venant du Moyen-Orient, l'autre des campus nord-américains, mais alliées dans la vie politique française, dans la vie sociale française. Alliées car réactionnaires, euh, au sens propre du terme, c'est-à-dire violemment opposées à l'universalisme des Lumières. Je vais vous lire une citation célèbre d'un contre-révolutionnaire célèbre également, Joseph de Maistre, qui écrit en 1796 ceci, je cite dans le livre. Il n'y a point d'homme dans le monde. Il écrit homme avec un grand H. Hein. Il n'y a point d'homme dans le monde. J'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes. Je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être persan. Quant à l'homme, je déclare de ne jamais l'avoir rencontré de ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu. Une charge donc virulente contre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Il est tout à fait emblématique que les œuvres de Joseph de Maistre sont largement diffusées sur la toile aujourd'hui par toute une série de sites d'extrême droite. C'est quand même le maître à penser
contre-révolutionnaire, réactionnaire de l'extrême droite française. L'ennemi, c'est l'universalisme des Lumières. C'est l'idée que les hommes sont tous libres et égaux entre eux, quelle que soit leur nationalité. Que dit le wokisme? Que dit l'islamisme? Eh bien, il campe sur d'autres formes de différentialisme. Pour le wokisme, il n'y a pas d'hommes. Il y a des racisés et des non-racisés. Il y a des hommes et des femmes, un rapport de domination. Il y a des sexualités qui s'opposent, hétéro contre homo, trans contre cis, etc. Que dit l'islamisme? Il y a des musulmans et les mécréants. Ils n'ont pas les mêmes droits, ils s'opposent. Les uns dominent les autres. Il faut renverser le rapport de domination. Les deux nient complètement l'universalisme des Lumières et c'est cette alliance que l'on observe dans l'université française entre deux idéologies réactionnaires et sur la base de cette réaction et de cette opposition à l'universalisme qui, en principe, est au fondement même de la société républicaine. Troisième partie de mon exposé, après le constat, après l'analyse, quelle politique mener? Évidemment, il s'agit fondamentalement d'une bataille idéologique. Certes, il y a des actes de terreur, mais comme le montre Hugo Micheron, les terroristes ne sont pas issus d'une génération spontanée. Les terroristes sont toujours le produit d'une longue éducation idéologique, d'un long travail de la propagande. Cette bataille idéologique, elle est globale, elle est mondiale. Elle ne concerne pas que la France, bien sûr. L'islamisme, certes, a pris la France comme une cible privilégiée du fait justement de cette déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais le principe de laïcité, notamment, n'est qu'un principe parmi d'autres auxquels il s'oppose. Les attentats islamistes se développent dans des pays qui ne sont pas laïques autour de nous, et en particulier largement dans les pays arabes et les pays anglo-saxons. C'est une bataille de long terme, elle vient de loin, elle a une dynamique sur le long terme, et qui dit bataille sur le long terme nous fait penser à éducation. L'éducation doit être l'axe stratégique de cette bataille idéologique, car nous travaillons sur le long terme. Il n'y a pas aujourd'hui le moindre espoir d'une victoire à court terme et franco-française sur l'islamisme. C'est une évidence. Les frontières n'ont jamais arrêté les idées. Et il faut se préparer à cette bataille, savoir qu'elle doit être mondiale, et donc le faire de manière qui n'est pas isolée, dans une stratégie d'alliance et dans une stratégie qui utilise l'éducation et qui se fonde notamment sur l'éducation. Donc, à l'école, devant le constat tragique que l'on fait de la victoire, enfin d'une certaine forme de victoire de cette idéologie islamisme par l'alliance avec le wokisme sur les jeunes enseignants, on est amené à penser qu'il faut évidemment protéger et soutenir les enseignants, vaincre la peur, mais surtout travailler sur le recrutement et la formation de nouveaux enseignants. Le recrutement et la formation des enseignants doivent fondamentalement bouger, changer, si on veut avoir un espoir de mener cette bataille sur le long terme. Et donc, réformer ou abandonner l'université. Réformer l'université semble une tâche extrêmement difficile et ardue, étant donné la situation. Alors, il ne faut pas hésiter à l'abandonner. Et
le ministre actuel a déjà déclaré qu'il y pensait. En tout cas, pour les enseignants du premier degré, pour les enseignants du primaire, reprendre en main la formation, la soustraire au ministère de l'enseignement supérieur qui ne contrôle pas, il ne peut pas contrôler les universités. Et donc recréer des écoles normales où le ministère de l'Éducation nationale aurait la main sur la responsabilité et la formation de ces personnels. Plus globalement, en regardant au-delà de l'école, il semble évident qu'il faut s'attaquer aux ghettos urbains et en particulier aux ghettos scolaires. En l'absence de toute mixité socio-ethno-religieuse, les propagandes islamistes, les agitateurs, les prosélytes, les propagandistes, les influenceurs sont comme poissons dans l'eau dans ces quartiers et dans ces écoles. Et si l'on veut retrouver une mixité sociale, ou travailler en tout cas à cette mixité sociale, ou à la retrouver dans nos établissements scolaires, on est obligé de poser la question de l'école privée. Car l'école privée, pour 20% des élèves en tout cas, et parce qu'elle touche 20% des élèves, est une école aujourd'hui qui est une école de classe, qui n'est plus une école religieuse. Les parents destinent leurs enfants ou inscrivent leurs enfants dans cette école pour ne pas être mélangés avec, pour ne pas avoir pour leurs enfants des camarades de classe qui ne sont pas de la même classe, de la même ethnie, de la même religion. Et c'est sur cette base-là que se fait aujourd'hui la ségrégation. Comment penser pouvoir travailler fondamentalement cette question de la mixité sociale si l'école privée, c'est-à-dire l'Église catholique, ne s'y implique pas, si elle ne prend pas sa part du fardeau social. Au-delà des politiques publiques qu'il faudrait mener, et donc à notre vote, à notre opinion, conviction en tant que citoyen, chacun d'entre nous est renvoyé dans son métier en particulier, dans sa vie personnelle, à son engagement. Deux principes, je pense, que j'ai rappelés en conclusion, j'ai déjà nommé en conclusion du rapport de 2004, la lucidité et le courage. Être lucide sur la réalité, c'est un préalable. Faire preuve d'un courage sans pour autant prendre des postures héroïques. Pensons à Camus, pensons à la peste, pensons à l'attitude du docteur Rieux. La peste qui sévit à Oran, métaphore du totalitarisme. Voici le magnifique passage par lequel je vais conclure cet exposé, où Camus décrit la réflexion du docteur Rieux lorsqu'il apprend que c'est la peste qui est en train d'envahir la ville. On pouvait imaginer on pouvait imaginer les bûchers rougeoyants devant l'eau tranquille et sombre, les combats de torches dans la nuit crépitante d'étincelles et d'épaisses vapeurs empoisonnées montant vers le ciel attentif. On pouvait craindre, mais ce vertige ne tenait pas devant la raison. Il est vrai que le mot de peste avait été prononcé. Il est vrai qu'à la minute même où le fléau secouait et jetait à terre une ou deux victimes. Mais quoi? Cela pouvait s'arrêter. Ce qu'il fallait faire, c'était reconnaître clairement ce qui devait être reconnu, chasser enfin les ombres inutiles et prendre les mesures qu'il convenait. Le docteur ouvrit la fenêtre et le bruit de la ville s'enfla d'un coup. D'un atelier voisin montait le sifflement bref et répété d'une scie mécanique. Rieux se secoua. Là était la certitude, dans le travail de tous les jours. Le reste tenait à des fils et à des mouvements insignifiants. On ne pouvait s'y arrêter. L'essentiel était de bien faire son métier. Merci de votre attention.
Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre pour cette introduction à notre débat. Alors, je dois dire que les réactions qui nous parviennent sont un mélange d'interrogations, surtout de découragement pour certaines d'entre elles, devant le constat que tu as établi, notamment lorsque tu évoques la nécessaire mobilisation du corps enseignant. Alors, ça passe bien entendu par la formation, tu disais, mais comment peut-on prétendre mobiliser le corps enseignant quand un certain nombre de syndicats, un en particulier, hein, pas un certain nombre de syndicats, je nomme Sud Éducation, tient un discours tout à fait complaisant à l'égard des théories wokistes, si on peut appeler ça des théories, je dirais plutôt des croyances, et favorisant l'islamisme. Est-ce qu'il y a unanimité des forces syndicales de l'éducation nationale pour justement relever le défi qui est posé à l'école aujourd'hui? Euh, non, il n'y a sans doute pas unanimité, mais il y a quand même une très forte complaisance. En tout cas, j'ai été frappé par le silence abyssal de l'ensemble des syndicats devant les dernières parutions des enquêtes IFOP sur la peur des enseignants et sur le développement de l'autocensure. Ces enquêtes sont parues le 9 décembre 2022 pour 2021, pardon, pour la première vague, et deuxième vague en mars 2022. Deux fois, c'était silence complet. Il n'y a eu aucune réaction syndicale. D'où l'initiative que j'ai prise d'aller interroger un représentant de l'UNSA et un représentant de la FSU pour leur demander simplement, au départ, c'était ma question, que pensez-vous des résultats de cette enquête, de ces enquêtes? Et j'ai obtenu les réponses qui sont développées dans mon livre, entre guillemets. Je cite les deux interlocuteurs que j'ai eus, et je n'ai pas été pleinement rassuré par ces réponses, notamment la réponse de la FSU. Hmm. Est-ce que tu peux développer un peu ta proposition de sortir de l'université, de sortir de la formation de l'université pour recréer en quelque sorte ces fameuses écoles normales? Oui, je l'ai développé dans un article que j'ai donné pour Humanisme, la revue Humanisme, dernièrement. En quelques mots, c'est assez simple. Aujourd'hui, le ministère n'a pas la main sur la formation de ses enseignants, puisqu'il la délègue à un autre ministère, qui lui-même la délègue aux universités très largement autonomes. Et puis, pour avoir été pendant 15 ans de ma vie formateur en IFM, en INSPE, en SP, en INSPE, je peux vous dire qu'à l'intérieur de ces institutions, chaque enseignant fait à peu près ce qu'il veut, hein, et ne donne de compte à personne, ne rend compte à personne. Donc, on est là devant un système qui est un système absolument pas piloté, absolument pas contrôlé. Il est contrôlé à l'aval, simplement par les concours de recrutement, de telle manière que on peut, lors du concours, influencer ce qui se passe à l'amont, du moins le penser. Mais comme aujourd'hui, il y a un grand nombre d'enseignants qui ne sont pas recrutés par concours, contrôle, de toute façon, on ne contrôle pas tout. L'idée, c'est de revenir à un système où le ministère contrôlerait et piloterait réellement la formation de ses personnels. C'est quand même un paradoxe. C'est le seul ministère qui ne pilote pas la formation de ses propres personnels. Voilà, donc des écoles professionnelles, appelons-les des écoles normales ou pas, peu importe, mais des écoles professionnelles où l'on aurait des enseignants et des directeurs qui devraient rendre compte simplement à l'institution de ce qu'ils font. Voilà. Alors, ça semble relativement possible, je dis bien relativement possible pour le primaire, en tout cas Gabriel Attal y pense, il en a parlé. Pour le secondaire, c'est beaucoup plus difficile, étant donné l'antériorité de la formation de ces enseignants dans l'université. En fait, antériorité, il n'y a pas totalement, puisque lors de la réforme du collège unique, on a
on a rapproché la formation des PEGC, les professeurs d'enseignement général de collège, avec celle des certifiés. On les a alignés sur celle des certifiés. Et on a fait passer la formation de l'ensemble des professeurs de l'école moyenne, du collège, à l'université, alors qu'ils étaient formés pour la majorité d'entre eux, les primaires supérieures, euh, dans les écoles normales. Donc, bon, le mieux pour moi, le plus logique serait de former à la fois les professeurs du primaire et du collège, c'est-à-dire l'école de base, dans les mêmes écoles. Et de laisser confier la formation des professeurs de lycée à l'université, c'est-à-dire rapprocher l'université et le lycée, rapprocher l'école primaire et le collège. Il y a une certaine logique, si on regarde les pays voisins, à l'idée d'école moyenne et à l'unité d'un enseignement allant de 6 à 16 ans. Oui. Alors, je vais prendre quelques questions. Voilà. D'abord, une demande de confirmation. Est-ce que les propos de la FSU invitant les professeurs à s'adapter et à s'auto-censurer sont-ils vérifiés? C'est une question qui nous est posée par Jacques. Ben oui, ils sont vérifiés. Je cite entre guillemets et donc je me fonde sur la transcription enregistrée d'un entretien complétée par une note écrite que Paul Devin m'a fait parvenir. Oui. Oui, les enseignants ont raison de se censurer. Je me réjouis que les enseignants s'autocensurent. Voilà exactement la citation. Je poursuis la lecture de ces questions. Notre ami Hervé Garnier nous demande comment expliquer que des associations comme Coexister, Enquête ou des cabinets comme Connivencia aient porte ouverte à l'éducation nationale dans les collectivités territoriales et les entreprises. Ces associations-là portent un discours qui est relativement complaisant, sinon totalement complaisant à l'égard de l'entrisme islamique. Oui, bien sûr, mais il s'agit des ambiguïtés, des ambivalences du ministère de l'Éducation nationale, qui est due à la succession des politiques publiques dans ce domaine. Lorsqu'on a des ministres successifs qui font des politiques contradictoires, il ne faut pas s'étonner que les acteurs eux-mêmes à l'intérieur de l'administration soient complètement perdus. Hein. Moi, j'ai vu, lorsque Jean-Michel Blanquer a lancé son plan de formation de l'ensemble des personnels de l'Éducation nationale sur 4 années, la première année, j'ai eu à faire le bilan de la mise en œuvre de cette formation. J'ai vu une académie qui n'avait fait aucune formation, pas un personnel formé. Donc, j'ai interrogé. Et les collaborateurs de ce recteur m'ont dit, bah, écoutez, c'est très simple, le recteur nous a dit de ne rien faire parce que le prochain ministre pouvait avoir une autre politique. Attendons le prochain ministre. On était à la veille des élections. Voilà. Donc, on est dans cet état d'esprit-là qui est de faire le rond en attendant qu'un nouveau ministre ait une politique plus favorable à sa propre opinion. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre la volonté du ministre actuel, Gabriel Attal, donc de mettre un peu d'ordre dans cette organisation, et puis les projets, enfin ce qu'on sait des projets du président Macron, qui risquent d'altérer en quelque sorte l'unicité du système éducatif français? Est-ce qu'ils parlent la même langue, les deux? Il faudrait leur demander. Est-ce que tu partages mes doutes? Mais je me pose la question, effectivement, je me pose la question sur bon, Emmanuel Macron, on le connaît bien maintenant, on a fait le tour. On sait que l'ambiguïté du en même temps, hein, donc qui s'est traduit, comme je disais tout à l'heure, chez nous, l'éducation nationale, par successivement, plutôt qu'en même Hmm. temps. Bon. Mais Gabriel Attal, il est encore un peu jeune au ministère de l'Éducation nationale. Il a eu des déclarations à son arrivée et une politique et des décisions très courageuses. Maintenant, il faut voir sur la durée. Il faut voir sur la durée. Hein. On est face à quelqu'un qui, visiblement, je dirais, est un homme politique, un sacré homme politique même, mais se pose la question de savoir s'il sera un homme d'État. Hmm. Notre ami Charles Coutel qui pose une question en forme presque d'affirmation. Le retour des écoles normales
ne devrait-il pas reposer sur un respect de la polyvalence des professeurs d'école? Oui, personne ne cherche à le remettre en cause, enfin, il ne me semble pas. Même la FSU n'est pas contre la polyvalence des professeurs d'école, bien qu'il soit favorable à l'intervention de personnel un peu plus spécialisé, parfois, mais elle n'est pas en cause. Hmm. Euh, la question n'est pas celle-là. La question, c'est la transition CM2 6e. C'est la transition entre un maître et 10 professeurs. Voilà. C'est cette transition qui est dramatique pour les élèves les plus fragiles. Cette adaptation qui n'est pas facile de faire, qui est brutale. Et c'est là qu'il faudrait prévoir des transitions, des passages progressifs. On a parlé à un moment de commencer par petit nombre d'enseignants en sixième, peut-être en sixième et en cinquième, puis un plus grand nombre d'enseignants en quatrième et troisième. C'est une certaine forme de polyvalence, de bivalence, de trivalence. On a déjà beaucoup de professeurs bivalents, hein, histoire, géographie, trivalent, histoire, géographie, éducation civique, sciences de la vie et de la terre, etc. Donc la bivalence, ce n'est pas un tabou, c'est une réalité dans l'école française, au collège. Et on pourrait davantage la travailler de manière rationnelle, en tout cas de manière rationnelle pour accompagner les élèves, et en particulier pour s'adapter aux élèves fragiles. Euh, Ce système-là n'a pas été fait pour les élèves fragiles. Il a été fait pour les bons élèves, ceux du lycée, qui commençaient en onzième. Oui, mais cette transition, cette rupture, nous l'avons tous vécue hein, et nous l'avons supportée. C'était plutôt enthousiasmant pour nous autres de passer d'un maître d'école à plusieurs professeurs. Ça ne Oui, pose pas de problème. oui, oui, bien sûr, parce qu'on était des bons élèves. Alors, lorsqu'on écoute, lorsqu'on lit tes ouvrages, on se pose toujours la question de savoir si cette analyse vaut pour l'ensemble du territoire, vaut pour toutes les régions. Et nous avons une question d'Hervé, là, qui voilà, orienterait un peu notre réponse. Hervé qui nous dit merci, malheureusement votre analyse et vos propositions sont justes. Je rencontrais ce matin la principale d'un village rural. Nous avons abordé à la demande la laïcité. Et bien même dans mon village, j'ai entendu la peur. Oui, Est-ce que oui, ça bien sûr. signifie qu'effectivement, ce n'est plus réservé à ces zones d'éducation prioritaire, cette problématique? Oui, mais c'est quelque chose qui s'est accéléré, qui n'est pas nouveau. Dans notre rapport de 2004, nous le disions déjà. Nous avions vu, pardon, je me souviens je vais lever l'anonymat, mais j'ai déjà dit, parce que je suis rentré dans un collège de l'Ardèche, en l'occurrence Bourg-Saint-Andéol, et où la principale m'a quitté en me disant, vous savez, monsieur l'inspecteur général, j'ai deux élèves juifs, mais je suis la seule à le savoir, sinon ils ne pourraient pas rester. Voilà, à Bourg-Saint-Andéol. Et donc, voilà, l'islamisme a pénétré la société française, y compris les petits bourgs ruraux, y compris le monde rural, bien sûr. Hmm. Alors Charles, Beau nous demande si on ne surestime pas la capacité éducative de l'école, est-ce qu'on peut demander aux professeurs de risquer leur vie? J'ai bien dit que le courage n'était pas de devenir forcément un héros. C'est pourquoi je donnais l'exemple du docteur Rieux, qui était, voilà, faisait son métier, ce n'était pas un héros. Alors, il y a une question qui nous est posée là sur le changement de législation entre l'école et l'université. Pourquoi accepter les signes ostentatoires à l'université sous prétexte que les élèves sont majeurs? L'université n'est-elle pas le lieu de la connaissance adogmatique? Oui, c'est un sujet qui a été évoqué à de nombreuses reprises depuis 20 ans. On a l'exemple qui est assez intéressant de la Turquie, où, avant la période actuelle, la période islamiste, d'Erdogan, les universités n'acceptaient pas les femmes voilées. Et ça avait été devant la Cour européenne des droits de l'homme à plusieurs reprises.
Et la Cour européenne des droits de l'homme avait tranché en faveur des universités turques en disant qu'il était légitime, en l'état, pour une université de pouvoir interdire un signe qui pouvait manifester prosélytisme ou trouble à l'ordre public. Donc, les universités turques avaient été légitimées dans leur décision et il y a donc une jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme dans ce domaine. La France pourrait le faire. Pourquoi ne le fait pas? Elle ne le fait pas par, je pense, par manque de courage et parce que le monde universitaire aujourd'hui est, pour reprendre un terme d'une ministre des universités précédentes, Frédéric Duval, gangrené. Hmm. Alors, elle a eu tort de dire islamo-gauchisme, ce n'est pas le cas, c'est faux, mais gangrené par le wokisme, oui. Et donc par cette alliance entre l'islamisme militant et cette idéologie venue des campus américains. Oui, on peut renvoyer aux travaux de nos amis de l'Observatoire du décolonialisme qui repèrent un peu partout dans les universités, à la fois en France et ailleurs, toutes ces dérives. Un témoignage de notre ami Charles. Alors, il faut que je précise lequel, Charles Coutel. J'ai quitté mon poste de professeur de philosophie en école normale en 1984, car régnait alors non l'islamisme ou le wokisme, mais le pédagogisme. Le verre était-il dans le fruit dans les années 80? Il faudrait définir plus précisément ce que Charles Coutel appelle le pédagogisme. Mais c'est vrai que le républicanisme n'était plus l'idéologie dominante des écoles normales à cette époque-là. On n'était plus dans la période de la formation des hussards noirs dans la République. La laïcité, on n'en parlait pas. Hmm. En revanche, on avait, c'est vrai, une attention particulière pour la pédagogie. On pensait, c'est peut-être ça, la pédagogie, que la pédagogie allait arriver à bout de toutes les difficultés, et en particulier les difficultés sociales liées aux apprentissages. Donc, on a vu qu'on est revenu de cela, bien entendu, que la pédagogie, c'est sans doute une série de techniques, euh, de procédures, de procédés, d'outils, etc. Mais de là à en faire une science, il y a sans doute loin. Hmm. Tu as employé des mots très, très forts, hein. Tu as parlé de guerre. Oui, oui, oui. Ben, oui. Il y a une partie, il y a une partie militaire dans ce qui nous arrive, une partie d'affrontement armé. Nos adversaires parlent des soldats du djihad. Nos soldats, d'ailleurs, à l'étranger, ont affronté les leurs. Ils les affrontent toujours, d'ailleurs, en Irak. Donc, on est face à une guerre qui est une guerre mondiale. C'est, Georges Semprin le disait, l'a dit le premier, c'est le troisième totalitarisme du XXe siècle, écrit-il dans un ouvrage publié dans les années 90, le totalitarisme vert. Et vert, parce que c'est le drapeau de l'islam, le drapeau de Kadhafi à l'époque. Et il utilise exactement les mêmes armes que les deux précédents, la terreur et la terreur alliée à la propagande pour euh, provoquer la terreur. Et c'est à travers les mots des enseignants aujourd'hui que j'ai interrogé, je retrouve ces termes. Hein. Je suis terrorisé, j'ai peur et je vois les élèves aussi victimes de cette propagande en nombre de plus en plus important. Alors, d'où l'observation de Jean-Paul qui nous dit la tâche paraît abyssale. Combien d'années faudrait-il pour revenir à un système sain si tant est qu'une vraie volonté politique accompagnée de véritables moyens soit mise en œuvre? C'est... Oui, mon opinion, ce ne peut être qu'une opinion. Je pense que par rapport à l'islamisme et à ce combat, il s'agit d'une affaire de génération. Hmm. Voilà. Et il faut raisonner aujourd'hui, si possible,
en termes de génération. D'où cette question qu'on doit absolument prendre à bras le corps, qui est la question de cette génération d'enseignants qui arrive aujourd'hui, qui est minée par une idéologie, sans doute, et dont les convictions sont, je dirais, plus que vacillantes. En tout cas, qui préfère abandonner le principe de laïcité plutôt que d'affronter ceux qui s'y opposent. Donc c'est ça. Hein. Moi, je ne sais pas faire. Donc, soit il faut que j'apprenne pendant de longues années à bien savoir faire, ou bien que on abaisse les exigences. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le métier qu'ils découvrent en rentrant dans leur classe n'est pas celui qu'ils ont appris à l'université. Et donc, Alors, une question d'un lecteur, Marc, qui nous dit, en page 93, Sarah conclut son témoignage en disant: je pense que le problème ne peut pas être résolu à l'école, c'est une question extérieure, politique, sociale. On l'a laissé pourrir et on récolte ce qu'on a semé. Ne serait-il pas pertinent, judicieux, que la société civile, la majorité silencieuse, prenne le réel des professeurs qui sont visiblement trop impliqués, car en face à face quasi quotidien avec des élèves parfois agressifs sur ces questions. On fait venir des pompiers pour expliquer la sécurité et les gestes de premier secours. Pourquoi pas des personnes de la société civile qui seraient formées aux valeurs de la République? bon, je ne répondrai pas sur ce dernier aspect. Je pense que, enfin si, je vais répondre. Je pense que dans les établissements scolaires, les responsables de l'enseignement et de l'éducation sont les enseignants. On peut pas déléguer ça sous prétexte qu'on ne sait pas bien faire à des personnalités extérieures. Ceci dit, Sarah, bien sûr, a raison. Ça veut dire que ce qui se passe dans l'école n'est que la transcription de ce qui se passe dans la société. Rien de différent. Mais ce que je dis, c'est que dans un objectif stratégique, les enseignants ont, et l'éducation plutôt, a une responsabilité particulière, car on forme la société de demain. Ce n'est pas simplement la santé, le sport, c'est l'avenir à l'école hein, que l'on forme. Et en ce sens, on ne peut pas dire on ne fait rien puisque c'est un problème qui nous dépasse. Non, un problème qui nous dépasse. Donc, nous devons, nous, euh, éducation nationale, parce que nous avons une responsabilité particulière, qui est la responsabilité de l'avenir, ne pas abandonner notre tâche. Hmm. Assumer. Ouais. Alors, Malika est tout à fait d'accord. Elle travaille dans un collège REP et dans les quartiers, il y a un désinvestissement important des communes et les jeunes n'ont pas d'activité en dehors du collège, donc la nature a horreur du vide et les esprits culturels et les espaces culturels fleurissent, inquiétant pour les jeunes. Une question qui nous est posée aussi par ailleurs sur l'entrisme islamique dans le monde associatif. Dès que les enfants, dès que les jeunes gens sont sortis de l'école, s'ils veulent trouver du soutien scolaire, eh bien, ils tomberont sur une école coranique. Oui, 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 je confirme. Est-ce qu'il y a, quelle raison y a-t-il d'espérer, Jean-Pierre? Ben, écoutez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aujourd'hui, sur cette question, est optimiste. Je suis fondamentalement pessimiste sur le court terme. Non, les raisons de l'optimisme, c'est peut-être le long terme. C'est ce que je dis non pas dans cet ouvrage, mais dans l'ouvrage précédent, Hmm. en me fondant sur la pensée de Marcel Gaucher. C'est-à-dire, euh, la raison ne se divise pas. On ne peut pas, d'une part, accepter euh, la, la raison, accepter Descartes, euh, puis refuser Spinoza. Hein. On ne peut pas, d'une part, euh, défendre, utiliser le progrès scientifique et technique, et d'autre part,
complètement refusé le progrès politique. Donc, si l'homme est libre de raisonner, euh, l'homme est libre de se gouverner. Donc, la raison finira par triompher. On ne peut pas, voilà. Ils veulent, je cite précisément Marcel Gauchet lorsqu'il dit, ils veulent le progrès technique sans la démocratie, ils auront le progrès technique et la démocratie. La raison ne se divise pas. Mais oui, c'est un espoir à très long terme. C'est un pari sur la raison, sur le triomphe de la raison, qui est bien dans l'esprit des Lumières. Mais aujourd'hui, bien malin celui qui pourrait prédire à court terme le triomphe de la raison. Hmm. Marcel Gauchet est un optimiste, hein. Marcel Gauchet est plutôt un optimiste. Oui. Alors, petite question qui taquine un peu le monde enseignant, je crois. Comment faire lorsqu'on a affaire à un personnel qui n'est jamais sorti du système scolaire en le faisant évoluer avec son vécu? Ils sont passés de l'école à l'enseignement. Oui, pas tous. De plus en plus de professeurs qui ont choisi ce métier tardivement. Moi, je l'ai vécu en tant que président de jury pendant les années 90-2000. Euh, on avait de plus en plus de candidats qui avaient déjà occupé un autre emploi. Alors, en particulier dans l'enseignement professionnel, mais pas uniquement, y compris le professorat des écoles. Oui, bah écoutez, on ne sait pas très bien faire. On ne va pas refuser les candidats parce qu'ils n'ont jamais mis les pieds en dehors de l'école. On peut, par des stages, leur faire comprendre un certain nombre de choses, vivre un certain nombre d'expériences. On ne sait pas bien faire hein, dans les INSPE. Ces stages qui permettent d'aller à l'étranger, de voir d'autres systèmes, de voir d'autres milieux. Hmm. Et on est tellement accablé dans les INSPE de cours, de connaissances à ingurgiter que on oublie ce type de formation qui est effectivement important. Alors justement, est-ce qu'on devrait poursuivre le processus de laïcisation des institutions, notamment dans les INSPE, où les étudiants porteurs de signes religieux, en l'occurrence voilés, se voient délivrer leur diplôme de M2 et obtiennent leur concours? Oui, j'ai connu ça, oui, oui. Et il y a une très bonne parade pour ces candidates, c'est de dire qu'elles préparent les concours de l'enseignement privé. Oui, on a une question là sur l'application donc de la loi de 2004 au secteur privé, sous contrat bien entendu. Est-ce qu'il y a systématiquement une application obligatoire privée sous contrat? Non, la loi de 2004 ne s'applique pas à l'enseignement privé sous contrat, mais les directions peuvent l'introduire dans leur règlement intérieur et beaucoup le font. Hmm. Oui. Alors, on a une observation plutôt optimiste, hein. La partie n'est-elle pas perdue dans de nombreux établissements? Les parents n'exercent-ils pas leur bon sens quand ils se gardent bien d'y envoyer leurs enfants? Oui, je parlais d'optimisme, ce serait plutôt l'inverse. En fait, c'est ce que tu disais sur cette ghettoisation, sur ces échecs de la politique de la ville. Parce que nous sommes aujourd'hui en face d'une situation où certaines écoles concentrent une population exclusivement outre-Méditerranée, on va dire, hein, et où les enseignants sont confrontés parfois à des élèves qui parlent plusieurs langues avec des difficultés d'enseigner les matières, de favoriser l'écoute de l'autre. C'est plus d'une génération qu'il va falloir, c'est une politique euh, courageuse en matière de politique de la ville qu'il va falloir mettre en place. Absolument. Et c'est ce sur quoi je porte un regard rétrospectif très négatif sur la politique de la ville et sur la politique de l'éducation prioritaire, hein, qui est une autre forme de politique redistributive. Bon, pas vraiment le temps, là, c'est pas le sujet, mais les politiques redistributives
ont échoué. Quand on regarde d'un côté les milliards engloutis par la politique de la ville, les politiques d'éducation prioritaire et les résultats sociaux, voire les ouvrages de Jérôme Fourquet, par exemple, sur l'archipélisation de la France, voir les maigres résultats que l'on peut observer des politiques de ZEP par rapport aux sommes considérables qui ont été mises dans les ZEP, on peut se demander, au moins se poser la question de savoir si la redistribution a été une bonne politique. Et si une politique de mixité sociale, les politiques redistributives ne sont pas des politiques de mixité sociale. Elles sont même contre-productives. Parce que si vous mettez beaucoup d'argent, si vous distribuez l'argent en fonction des critères, des indicateurs sociaux d'un territoire ou d'un établissement, plus ce territoire où cet établissement va se paupériser, plus il aura d'argent. Ce qui n'incite pas ceux qui le dirigent à, à, à redresser la barre. Donc, dans les pays où on a eu plutôt des politiques de mixité sociale, je pense à la Finlande, qui a un taux d'homogénéité sociale des établissements scolaires aux antipodes de celui de la France, hein, des établissements qui sont très homogènes sur le plan social, des territoires qui sont très homogènes sur le plan social, on a une forte réussite éducative. Et on n'investit pas des sommes considérables dans la redistribution. Donc, donner aux pauvres, bon, donner à ceux qui ont moins, donner plus à ceux qui ont moins, ça semble un bon principe. Seulement, au bout de quelques dizaines d'années, il serait bon d'examiner ces résultats et peut-être de reprendre les choses si on voit que ça ne marche pas. En tout cas, personnellement, je suis persuadé que de ne pas avoir donné comme objectif la mixité sociale n'a pas contribué du tout à la réussite des zones d'éducation prioritaire. Même chose pour la politique de la ville, sans doute, l'aménagement du territoire. Oui. Est-ce que tu as des éléments d'information sur la recrudescence d'actes antisémites dans les écoles à l'occasion justement de la guerre entre Israël et le Hamas récemment? J'ai pas de chiffres, mais il est clair que ces incidents ont augmenté, mais ce ne sont pas forcément des actes antisémites qui visent les élèves juifs, puisque la séparation ethnique est déjà faite Oui. dans l'éducation nationale. Les 2 tiers des élèves juifs ont émigré dans l'enseignement privé, juifs pour la moitié, catholiques pour l'autre moitié, et le tiers restant des élèves juifs sont dans des établissements où il n'y a pas d'élèves, ou très peu d'élèves musulmans. Voilà. Donc, lorsqu'on pose la question, d'ailleurs, à l'occasion de plusieurs enquêtes, j'ai eu l'occasion de vérifier, lorsqu'on pose dans un établissement de banlieue, de ZEP, très fortement marqué par l'immigration, des questions sur les juifs et les élèves juifs, disent bon, on n'en connaît pas. On n'en connaît pas. Ils ont des visions totalement caricaturales des juifs, des gens qui portent des papillotes, avec un grand chapeau. Et donc c'est assez étonnant, mais enfin c'est le résultat du nettoyage ethnique. Ouais. Est-ce que l'extension des compétences des DDEN qui agissent aujourd'hui dans les écoles primaires pourrait intervenir avec succès dans les collèges et lycées? C'est une institution qui est totalement méconnue dans le secondaire, Oui. totalement. Donc on ne les connaît pas. Alors, Donc, euh, une question de Patrick, dans la revue Dar al-Islam numéro 7, revue française de Daesh, il a de cette lecture, il est demandé aux musulmans de quitter l'école publique laïque, de combattre manu militari les mécréants, d'assassiner les mécréants, professeurs des écoles. La charte de la laïcité est citée comme la pire des idéologies qu'il faut combattre. Oui, c'est une guerre annoncée contre les Lumières, ce que tu confirmes par tes oui, enquêtes. c'est le numéro 15 de la revue Dar al-Islam qui est tout à fait
à conserver dans les archives, absolument à lire et à relire, parce que là, des auteurs francophones qui connaissaient quand même pas mal la laïcité et les valeurs de la République ont écrit deux articles fort intéressants pour, d'une part, dans la société française, reprendre une à une les valeurs de la société française et pour montrer en quoi l'idéologie islamiste qu'il défendait était absolument exécrait chacune de ces valeurs, et puis reprendre dans un deuxième article les différents enseignements reçus à l'école publique pour montrer en quoi les musulmans ne pouvaient pas les suivre. Et conclure par donc le retrait des parents musulmans de l'école, enfin des enfants musulmans de l'école, ou et l'assassinat des professeurs. Alors, une question de notre ami Eric Lamorena. Ne serait-il pas temps d'enseigner la laïcité pour ce qu'elle est, à savoir un principe juridique? Cela éviterait de se noyer dans l'océan des analyses fortes éloignées de la réalité. De plus, il n'y a pas de compréhension de la laïcité sans compréhension de la notion de service public, d'agent public, d'intérêt général. Oui, bien sûr, c'est important. Pardon. Mais je suis tombé hier sur un article de la revue du SNES, l'université syndicaliste, sur précisément le principe de la laïcité, qui nous dit benoîtement que le principe de laïcité n'est pas un principe juridique, que ça n'a rien à voir avec la loi de 2004 et la loi de 1905, et que les manuels juridiques diffusés par le ministère sont inutiles et ineptes. Comme Frédéric de la Morana y a participé, elle appréciera. Voilà, c'est un article de bonne demi-page dans la revue du SNES de la semaine dernière. Donc le travail est... Voilà. Alors, observation, en tant que formatrice et membre du jury du CRPE, les difficultés de recrutement ne nous permettent pas de recruter les jeunes les plus en capacité de raisonner. Des notes de concours bien en deçà de la moyenne sur la région parisienne. Quant aux contractuels, il y en a de plus en plus dans le premier degré sans formation. Oui. Donc c'est une raison supplémentaire pour revoir de fond en comble le système de recrutement et de formation. C'est qu'on n'y arrive pas, même quantitativement. J'ai parlé du qualitatif tout à l'heure, mais il y a le quantitatif qui milite dans la même direction. Euh, on a un système qui est à bout de souffle, où malgré les campagnes publicitaires, on aura de moins en moins de candidats, je pense, dans les années qui viennent, dans le système actuel. En repoussant sans cesse euh, le niveau de recrutement, on a asséché les viviers, on les a mis en concurrence avec des professions beaucoup mieux rémunérées, beaucoup plus attractives, plus tranquilles aussi. Hein. Ne croyez pas que c'était un métier dangereux, disent un certain nombre de jeunes enseignants, en découvrant leur premier établissement et leur première classe. Donc, ça va faire en sorte que très rapidement, on va être contraint de toute façon, quel que soit le jugement qu'on porte sur la qualité universitaire de la formation, de changer de système et de revenir à un système sans doute de recrutement au niveau du bac. D'accord, mais écoute, Pierre nous pose là. Non, il n'a pas de question à poser, Pierre. Il dit que simplement, il a un message à te faire passer. Merci d'abord, Jean-Pierre, il veut te témoigner toute son admiration pour ta lucidité, ton engagement et ton courage. Il te dit à bientôt en Avignon en décembre prochain pour un échange qu'il espère aussi haut niveau. Moi, je vous recommande bien entendu la lecture de ces deux ouvrages. Je pense que si vous n'avez pas fait, faites-le, précipitez-vous dessus. Ils sont complémentaires l'un de l'autre et ils vous permettront d'y voir un petit peu plus clair sur la situation de cette école.
voudrais qu'on finisse peut-être sur une note optimiste. Les constats, enfin qu'on essaye quand même, hein, même si on intègre la nécessité du temps long pour réparer ce que l'on a abîmé, ce qu'on a négligé au long de ces dernières décennies, il ne faut pas baisser les bras. Et je crois que lorsque l'on constate la situation de notre enseignement, lorsqu'on constate la peur de nos enseignants, leur faible sensibilité aux idéaux républicains pour certains d'entre eux, je pense qu'il faut faire attention à ne pas les rendre responsables. Je le disais l'autre soir, ne pas les rendre responsables de cette situation-là. Les enseignants ont besoin du soutien de la République, de formation adaptée, de moyens nécessaires. Si nous ne réussissons pas à réinstituer l'école de la République, comme le dit notre ami Charles Coutel, nous aurons beaucoup de mal à permettre à notre République justement de persévérer et de durer sur le long terme. Jean-Pierre, je te laisse la parole pour un dernier mot, si tu le souhaites. Je remercie tous les participants et tous ceux qui nous ont posé des questions. Toutes les questions n'ont pas pu être reprises, mais dans l'ensemble, je crois que nous avons été fidèles à leurs préoccupations. Je te laisse la parole pour conclure, Jean-Pierre. Oui, ben, j'irai dans le même sens que toi. C'est-à-dire que j'ai commencé d'ailleurs ce dernier livre par une citation d'un président de région qui avait assisté à un cours d'histoire lors d'une visite de lycée, cours d'histoire sur le nazisme et sur la période Hitler, l'hitlérisme en Allemagne, et où le professeur n'avait pas dit un mot sur l'extermination des Juifs et l'antisémitisme du régime. Et il interroge le professeur à la fin du cours, il lui dit, mais vous n'avez pas du tout parlé des Juifs, un cours sur Hitler sans parler des Juifs. Il dit, mais Monsieur le Président, je ne suis pas kamikaze, je n'ai pas envie de voir ma voiture vandalisée comme la dernière fois, et j'ai une femme et des enfants. Voilà. Et le président de région conclut en disant, mais je ne peux pas lui jeter la pierre, il n'est pas responsable de cette situation. C'est ce que je pense. Dire les choses, dire que les professeurs ont peur, dire qu'ils s'autocensurent, n'est pas leur jeter la pierre. C'est pointer, euh, observer, pointer la responsabilité politique dans cette affaire. C'est essentiellement sur cette responsabilité politique que sont axés mes deux livres. C'est pas comment l'islamisme a pénétré l'école, c'est comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école. C'est deux livres centrés sur la responsabilité politique. Et c'est les politiques que j'interroge, les politiques et les institutionnels de l'éducation nationale, les responsables, les grands responsables. Voilà. C'est à eux que je pose la question, c'est eux que j'interpelle, et éventuellement, parfois, c'est à eux que j'ai envie de jeter la pierre. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. Je vous donne rendez-vous donc pour notre prochain webinaire qui nous permettra d'entendre notre ami Samuel Mayol qui vient de sortir un ouvrage dont je vous recommande bien sûr aussi la lecture. N'oubliez pas d'adhérer au comité Laïcité République. Vous avez toutes les modalités qui sont indiquées sur notre site. Vous pouvez adhérer en ligne. C'est la saison pour le faire. Bonne soirée à tous. À très bientôt. Encore une fois, merci Jean-Pierre. Merci Gilbert et merci au CLR. Merci. À bientôt.